Salut à tous, il n'est pas 9h30 mais il fait déjà chaud. Et moi je suis parti en vadrouille dans un coin un peu abandonné où j'allais quand j'étais ado. Et ça me donne l'occasion de vous faire une petite vidéo pour ces 1000 abonnés. Une FAQ puisqu'en fait vous avez posé vos questions, je vous avais demandé de poser des questions et vous avez posé des questions. Et du coup aujourd'hui on est là pour y répondre. Donc j'ai fait en gros 3 catégories. J'ai fait une catégorie ce qui me concerne personnellement, une catégorie histoire sur mes recherches et sur mes sources historiques, et une catégorie plus précisément sur la chaîne et sur mes projets. Et du coup on va parler un peu de tout ça. Je vous mets un sommaire dans la description si vous voulez passer de l'une à l'autre catégorie plus rapidement. Et voilà, sur ce, on commence tout de suite avec la catégorie histoire, pendant que je m'enfonce dans cette campagne abandonnée. Voilà, allez, c'est parti. Et me revoilà, on commence tout de suite donc avec les questions histoire. C'est les questions que vous m'avez posées à propos de ma démarche historique, de ce que je faisais, de comment je faisais pour faire la chaîne en fait, et qu'est-ce que j'avais fait pour en arriver là. Alors c'est très simple, la première question, quelles sont tes sources de prédilection? Est-ce que tu préfères les sources primaires ou les sources secondaires d'historiens ou choses comme ça? Les deux, je préfère les deux en fait. Aujourd'hui je pense que si on veut arriver à avoir une vraie bonne histoire, une vraie bonne idée de l'histoire, même si ça devient une vraie bonne histoire, il faut étudier un peu tout, il faut étudier les sources primaires, beaucoup de sources primaires, donc les images, les textes, les objets qu'on retrouve en fouille archéologique, mais également les interprétations qui ont déjà été faites, les travaux des historiens, puisque à un moment c'est leur travail de faire des bonnes interprétations. Du coup, il faut regarder tout ça à la fois, et c'est en croisant les sources qu'on arrive à des résultats intéressants, et c'est exactement ce que je m'efforce de faire un petit peu au quotidien pour la chaîne, mais aussi pour mes propres travaux dans ce domaine. La seconde question était, ouais, on est sur des questions un petit peu solides ce matin, peut-on affirmer tout ce qui touche à l'histoire? Peut-on affirmer tout ce qui... Oui, non, bien le contraire. Peut-on affirmer tout ce qui touche à l'histoire? Non, bien sûr que non, c'est compliqué. Entre un texte qui va nous dire quelque chose et sa réalité, il y a parfois des différences qui sont énormes. Donc il faut prendre le temps, ce que je disais juste avant, de recroiser les sources et de voilà, faire un vrai travail de recherche qui consiste à expérimenter, à recroiser les sources, à faire des hypothèses, à les remettre en question et ainsi de suite jusqu'à ce que on arrive à des hypothèses qui soient vraiment crédibles et qui soient confirmées un peu de tous les côtés, ce qui nous permet d'avancer. Mais selon les périodes, chaque période a sa spécificité et chaque période a ses complications également en termes de sources. Nous allons passer un petit peu dans la forêt, voilà, et continuer notre chemin. Donc non, on ne peut pas affirmer les choses de but en blanc en histoire. Il faut toujours rester très prudent parce que on ne sait pas ce que réservent les découvertes archéologiques, on ne sait pas ce que réservent les sources, et parfois on est extrêmement surpris parce qu'on a on a des certitudes et puis soudainement on fait une découverte qui casse un petit peu ces certitudes, donc ça remet tout en question. Donc toujours de la prudence, de la mesure, c'est important. Et voilà. Alors ensuite, on m'a demandé, à mon avis, quels étaient les événements historiques de l'année à ne pas louper. Alors oui, il va falloir que je traverse à nouveau. Il y a un gros tronc en travers de la route. Hop là. Voilà. Donc quels étaient les événements historiques de l'année à ne pas louper? C'est une question qui n'est pas si facile parce que déjà je les fais pas tous et je pense qu'il y a des très beaux événements que je n'ai pas la chance de faire. Moi évidemment si je dois conseiller 2 événements, ce sera les Journées nationales de l'archéologie qui se passent un peu avant l'été, donc c'était il y a quelques jours là, et les Journées du patrimoine qui sont fin septembre. Généralement c'est là où il se passe des choses, que ce soit dans les musées, dans les mairies, il y a des festivals, il y a plein de choses d'organiser qui sont très sympas. Après c'est vrai que pour l'antique, moi j'ai tendance à mettre en avant tout ce qui se passe au parc de Samara, donc qui se trouve vers Amiens, les équipes du parc font un travail exceptionnel sur la préhistoire, le paléo, l'antiquité, enfin, c'est vraiment super, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font là-bas. Il y a évidemment les rencontres, les journées gallo-romaines de Saint-Romain-en-Galles du côté de Lyon qui sont très sympas, tout ce qui se passe à Gergovie c'est pas mal aussi. Moi je suis très fan du travail qui est fait à Alésia, au centre d'interprétation d'Alésia, parce que ils essayent vraiment de faire de la médiation dynamique et moi c'est des choses qui me plaisent beaucoup, donc forcément ça m'intéresse, allez-y. Vous avez les marchés de l'histoire aussi qui se tiennent à Compiègne, à Dinan, à Orange, qui sont souvent des rendez-vous de passionnés et d'artisans qui sont tout à fait fascinants. Donc c'est des choses qui sont aussi intéressantes à faire, voilà. Mais je pense qu'il y a plein d'événements que moi je n'ai jamais fait et qui peuvent être sympas. Je pense au débarquement par exemple, je pense à certaines fêtes médiévales qui peuvent être sympathiques. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui se font
aujourd'hui en France et en Europe d'ailleurs. Il y a des gros rassemblements en Europe et donc c'est compliqué pour moi d'arriver à dire tel événement historique est immanquable parce que j'en fais pas assez aujourd'hui, même si j'en fais beaucoup, j'en fais pas assez pour être capable de m'exprimer sur le sujet. Voilà, question suivante. Pourquoi préférer les arbalètes aux arcs? Je ne préfère pas les arbalètes aux arcs. C'est une idée reçue, encore une. Non, en fait, l'arbalète, l'arbalète médiévale notamment, c'est un de mes sujets de recherche personnelle. Et du coup, j'ai tendance à beaucoup en parler. C'est quelque chose que je connais très bien. Mais chez moi, dans la réserve, j'ai plus d'arcs que d'arbalètes. Donc, c'est pas forcément un absolu. J'aime bien les deux, mais je trouve que l'arbalète est à la fois une arme qui est extrêmement connue de tout le monde, ça parle à tout le monde comme idée, mais qui est extrêmement méconnue d'un point de vue des sources. C'est-à-dire que quand on demande aux gens ok, ça ressemble à quoi un arbalétrier, les 3 quarts du temps on est à côté de la plaque. Là je traverse encore des... parce que les chemins c'est bien, mais comme il fait chaud, je cuis sur les chemins. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, c'était les questions qui concernaient purement l'histoire. J'ai un avion qui est en train de passer. Vous devez l'entendre, mais c'est pas très grave, on va essayer de parler un peu plus fort que l'avion. Donc c'était les questions qui concernaient surtout l'histoire. Et donc maintenant on va passer aux questions qui concernent particulièrement la chaîne. Et je vais faire une habile transition carnet, puisque j'ai toujours mon carnet avec moi. C'est parti. Et voilà, j'ai trouvé un affût, je vais essayer de vous montrer. Tac, voilà. Je suis dans un affût, donc perché un peu plus haut. Un peu plus haut, j'aime bien me percher un peu haut. Et du coup on va pouvoir parler de la chaîne tranquillement, puisque vous avez été nombreux à me poser des questions là-dessus, évidemment. En même temps c'est ce que je vous avais demandé. Donc les questions qui concernent la chaîne, la première c'était comment est-ce que j'ai eu l'idée de la chaîne en fait. C'est pas très compliqué. Il y a quelques années de ça, je travaillais pour des youtubeurs un peu connus, notamment en décor, parce qu'à cette époque-là je faisais des décors. Et je m'étais dit, tiens, ce serait vraiment un outil de médiation hyper sympa, et ce serait bien que quelqu'un fasse ça pour l'histoire et pour l'histoire vivante, faire des trucs un peu concrets, et voilà. Et je me suis dit, quelqu'un le fera bien de toute façon, parce que c'est à la mode, et que l'histoire vivante, il y a plein de gens qui en font, et voilà. Des années après, je me suis rendu compte qu'en fait personne ne l'avait fait. Personne ne l'avait fait, il y avait quelques tests qui ont été faits, quelques expérimentations, mais rien de vraiment sérieux avec cette ligne éditoriale-là. Et je me suis dit, bon sang, mais ça manque. Ça manque. Moi, à ce moment-là, j'étais dans une phase, en termes de boulot, j'étais au chômage technique parce que dans ma boîte, il n'y avait plus de travail pour moi, donc je tournais un peu en rond. Et je me suis dit, mais peut-être que si c'est pas fait, c'est peut-être parce que c'est moi qui dois le faire. Et j'ai un copain qui disait, si ce que tu cherches sur Internet n'existe pas, ben faut le faire. Si le concert de tes rêves n'existe pas, organise-le. Et donc du coup, je me suis dit, allez, c'est peut-être pour moi, c'est peut-être comme ça que je dois partir. Le soleil qui arrive comme ça, à travers la forêt, qui m'éblouit. Donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être pour moi, et donc c'est pour ça que je me suis lancé sur la chaîne, en mettant un peu en avant, en faisant tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, et voilà, l'idée de la chaîne est venue comme ça. Le but de la chaîne, c'est vraiment, en fait, moi j'ai toujours fait de la médiation culturelle. Je suis ingénieur culturel en fait, et le but a toujours été de parler au plus grand nombre possible. Moi je crois beaucoup dans cette démarche à la fois de recherche pour l'archéologie expérimentale, mais de médiation surtout, l'histoire vivante comme démarche de médiation, et en fait la chaîne me permet de parler au plus de monde possible et à convaincre le plus de monde possible que cette méthode fonctionne et qu'elle est intéressante et que vraiment ça vaut le coup et qu'on peut apprendre beaucoup de cette façon-là. Et voilà, et en plus de ça, comme personne d'autre ne faisait ça, ça me permet de pas non plus marcher sur le travail d'autres youtubeurs qui font ça très bien en termes d'histoire, notamment en histoire factuelle ou en histoire de l'art. Enfin, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. L'offre culturelle YouTube en histoire est très bonne, et j'avais pas envie de faire la même chose que tout le monde. Donc voilà, ayant toujours fait de l'histoire vivante, c'était complètement naturel pour moi de partir là-dessus. Voilà. Question suivante. J'ai chaud. Comment je trouve mes sujets? Alors, d'aucuns diraient que c'est un... Voilà, hop là, c'est mieux comme ça, on voit le haut de ma tête. D'aucuns diraient qu'en fait, je ne trouve pas mes sujets, que ce sont mes sujets qui me trouvent. En fait, à l'heure actuelle, j'ai un problème, c'est que j'ai trop de sujets, j'ai trop d'idées par rapport au nombre de vidéos que je peux sortir, en fait, tout simplement. Au début, j'ai commencé avec une vidéo par mois, oui, c'est ça, par mois, parce que j'avais besoin aussi de m'auto-former, j'avais besoin de me tester, j'avais besoin de plein de choses. Aujourd'hui, j'en suis à une par semaine, alors c'est pas toujours des grosses émissions, mais bon, une par semaine quand même. Et je pense que déjà le mois prochain, il y en aura peut-être plus d'une par semaine. Déjà ce mois-ci, il y en aura plus d'une par semaine. Donc c'est vrai que les choses ont pas mal bougé. Et des sujets, j'en ai plein. Rien que sur Histoire appliquée. Des sujets d'écrits, de posés, où en fait il y a le titre déjà et il y a le thème.
J'en ai à peu près 60, vraiment, j'en ai à peu près 60. Et j'en trouve à peu près un par semaine, un toutes les 2 semaines quand je suis en petite forme. Ça va très vite en fait, il suffit juste de discuter avec d'autres gens et on trouve des sujets extrêmement rapidement. Enfin, ça fait quand même des années, ça va faire 15 ans maintenant que je fais de l'histoire vivante. Et du coup, des idées, des envies d'expérimentation, des choses à montrer, j'en ai plein, j'en ai plein, j'en ai plein. Donc en fait, les sujets, je les trouve pas, ils me trouvent tout seuls, ils viennent comme ça. Et donc je les note quelque part à chaque fois. J'ai une liste sur mon portable, j'ai une liste sur mon ordinateur, j'ai des listes partout de sujets et d'idées. Et parfois j'en fais, parfois j'en fais pas. Et voilà. Et en plus ça, l'actualité me donne régulièrement des idées. Enfin voilà, la fin de Game of Thrones typiquement. Enfin, j'aurais eu 3000 sujets à faire parce que il y avait le sujet des batailles évidemment, mais qui a déjà été traité, j'avais pas envie de revenir dessus. Il y a le sujet des duels et des combats où pour le coup ça avait pas été fait, donc là j'ai fait un hors sujet. Enfin, bon, c'est il y a trop de possibilités. Les films historiques, il y en a plein qui sortent tout le temps. Les séries, c'est pareil. Enfin, l'histoire est à la mode. Donc forcément, des sujets, j'en manque absolument pas. Des clichés historiques, il y en a énormément. Donc du coup, ça se passe plutôt bien. En termes de sujets, j'ai pas de problème. Je manquerai pas d'inspiration avant 2063, je dirais. À peu près, hein, c'est pas une valeur sûre. Alors, ensuite, je reprends mon carnet parce que je sais pas forcément par cœur. Je connais pas la liste par cœur. Est-ce que je m'inspire d'autres vidéastes? C'est une excellente question. Euh, je pense qu'à l'heure actuelle, quand on monte une chaîne, quand on lance une chaîne, on ne peut pas faire autrement que s'inspirer d'autres vidéastes. Pas forcément volontairement, mais par mimétisme. Moi, je suis quelqu'un de très mimétique, et du coup, les chaînes qui me plaisent, les chaînes parce que je consomme beaucoup de YouTube et tout ce qui, enfin, ça me plaît en fait. Et du coup, je vais avoir tendance à reproduire des choses qui me plaisent quasiment naturellement sans y faire attention. C'est d'ailleurs pour ça que dans les premiers épisodes de La Réserve, typiquement, ou d'Histoire appliquée, je pense aussi, même il faudrait que je les revoie, mais je sais que j'avais un ton très Nota Bene et dans ma façon de parler et d'expliquer les choses, qui est pas mon ton à moi, ça me correspond pas en fait. Mais euh, pour moi, expliquer des choses historiques, c'était avec ce ton-là, et donc du coup, voilà. Dérive assez étrange hein, d'ailleurs, parce que je travaillais. Oh, bonjour. On va le tac. Voilà. Ouais, j'utilise un stabilisateur et puis parfois il me fait des petits trucs comme ça, un petit peu rigolo, donc c'est un peu étrange. Je sais pas pourquoi. Or donc, disais-je, j'explique des trucs en histoire depuis déjà 15 ans à du public, à des publics très différents. Et du coup, fatalement, le ton de Nota Bene, je l'ai jamais employé. Donc pourquoi l'employer soudainement dans une vidéo? Donc c'est pour ça que je l'enlève de plus en plus, mais je me suis effectivement inspiré de ça. De la même façon que quand j'ai envie de raconter une anecdote, j'imagine Patrick Beau, donc d'Axolot, en train de la raconter parce que ça paraît normal pour moi. Pareil, je pense qu'une des chaînes que je regarde depuis le plus de temps, ça doit être le Fossoyeur de films. Et quand je fais mes conclusions de La Réserve, très régulièrement, en fait, j'imagine François en train de la dire, François Torel en train de la dire, et du coup, j'ai tendance à vouloir reprendre des façons qu'il a d'accentuer certaines phrases et tout ça. Donc on s'inspire forcément des gens, comme je disais à je ne sais plus qui avant-hier. Aujourd'hui, sur YouTube, c'est compliqué de faire quelque chose sans avoir une inspiration de près ou de loin de Karim Debache, en fait, parce que il a créé tellement de trucs que voilà. Mais et tout ça, c'est de l'inspiration par mimétisme. Après, il y a quelque chose dont je vais vraiment m'inspirer pour le coup, ouvertement et clairement. J'aime beaucoup ce que fait Olivier Verdier, qui est un menuisier qui fait des vidéos sur YouTube qui sont assez chouettes, qui sont assez simples, où il explique son quotidien et ce qu'il fabrique. Et je trouve que sa façon de faire de l'atelier, en fait, de la vidéo d'atelier, est très simple, très belle. On comprend ce qu'il fait. C'est efficace et moi ça me plaît beaucoup. Et du coup, je pense que je vais m'inspirer un peu, notamment de ses prises de vue, de diverses choses, pour mes propres vidéos d'atelier que je trouve à l'heure actuelle un peu trop simple, un peu trop facile, un peu trop avec une lumière dégueulasse, parce que la lumière dans l'atelier est dégueulasse. Et donc, du coup, voilà, c'est une inspiration que je vais avoir. Mais en dehors de ça, il y a des inspirations qui sont multiples, c'est inspiration par mimétisme, mais j'ai envie de dire qu'on est tous le produit de nos propres vies, de ce qu'on consomme, de nos propres inspirations. Là, je me suis rendu compte que je commence à monter un format de reportage, et je me suis rendu compte qu'en fait, à un moment, j'essayais enfin, j'avais un mimétisme d'un des commentateurs de l'Overwatch League, pour ceux qui connaissent, parce qu'en ce moment, j'en écoute beaucoup et que j'aime beaucoup sa façon d'en parler. Donc, du coup, bah, forcément, voilà, le mimétisme, et nous sommes tous les produits de nos inspirations involontaires finalement. J'ai des graines dans la bouche. Voilà, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas d'où ça sort. Donc oui, quelque part, je m'inspire de beaucoup d'autres vidéastes, en fait, vraiment beaucoup, mais sans forcément le savoir, parce que voilà, je m'en rends compte parfois parce que c'est trop clair, c'est trop facile, c'est trop visible, et j'essaye de m'en départir un petit peu parce que c'est pas forcément moi, mais dans l'absolu, oui. Question suivante. Est-ce que je travaille seul ou en équipe
Je suis tout seul, je fais tout seul, de l'écriture au décor, au montage, en passant par la com, la pub, je fais tout seul. À la fois parce que je peux me le permettre, j'ai des expériences dans quasiment tout. Le seul truc que j'avais pas fait avant de faire la chaîne, c'est le son, en fait, qui a été un des gros postes où j'ai dû vraiment évoluer, chercher des choses, travailler, préciser les trucs. À l'heure actuelle, il faut savoir que j'ai 4 micros, dont 3 que j'utilise, parce que j'avais besoin de savoir où je mettais les pieds, j'avais besoin de choses différentes, et c'était vraiment ma plus grosse crainte, c'était de pas réussir mon son. Donc voilà, mais à part ça, j'ai déjà mis un pied dans tout. J'ai déjà écrit des choses pour de la fiction, j'ai déjà travaillé dans les décors, j'ai déjà travaillé dans des costumes, j'ai déjà fait de la médiation, j'ai déjà fait plein de choses qui me permettent en fait d'avoir une vraie idée de ce que je fais, à peu près. Et donc du coup, enfin une idée approximative de ce que je fais, du moins. Et pour l'instant, j'estime que je peux largement me passer d'équipe pour 2 raisons. La première, c'est que je peux m'en passer, effectivement. La deuxième, c'est que j'avais besoin, mais j'ai encore besoin de maîtriser mes formats, de maîtriser ce que je fais, ce que je dis, pourquoi je le fais, comment je le dis, avant de demander de l'aide à qui que ce soit, en fait, ou avant d'engager qui que ce soit pour m'accompagner sur cette aventure. Ça vaut pour les collaborations aussi. Jusqu'à présent, je n'en ai pas fait, c'était tout à fait volontaire, parce que c'était trop tôt pour moi, et tant que je savais pas où je mettais les pieds et ce que je faisais, voilà, c'était pas... Pour moi, c'était pas enfin voilà, travailler seul me paraissait être une bonne idée pour apprendre à maîtriser tout ça, et voir en fait, et voir ce qui se passait, et voir comment ça fonctionnait. Je pense que c'était important de prendre son temps là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au début de la chaîne, je faisais qu'une vidéo par mois, et que maintenant j'en suis à beaucoup plus, ce que je disais tout à l'heure. Question suivante, question. À part la réserve, histoire appliquée et les ateliers, est-ce que j'ai d'autres formats de prévus? Oui, beaucoup trop. J'ai beaucoup trop de formats de prévus. J'ai donc des formats de reportage, mais surtout des formats d'interview autour de l'histoire vivante, de gens qui font l'histoire vivante et qui ont des avis intéressants là-dessus, que je vais vous présenter prochainement. J'ai commencé à les monter récemment parce que j'ai commencé à les assumer. Et puis, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que je tourne des images, je ne les assume pas. Je me dis que j'arriverai jamais à en faire quelque chose, et donc du coup, elles traînent un petit peu. Et après, je me dis, bon allez, on se teste, et puis on voit ce qui se passe, et puis bon, bah j'arrive à faire quelque chose. Donc là, j'ai commencé à monter mes formats de micro-reportage et interview, que je vais vous sortir probablement l'été, cet été en tout cas. Voilà, j'ai beaucoup de hors-série de prévus, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de sujets qui rentraient pas dans mes émissions, et que dont j'avais envie de vous parler. J'ai d'autres formats un peu plus fun. En ce moment, j'aimerais bien avoir un format ultra court, qui fasse du 3-5 minutes grand maximum, parce que c'est un exercice que je trouve intéressant, c'est un format que je trouve intéressant, et à l'heure actuelle j'ai tendance à plus parler, et à ne pas réussir à faire vraiment du très court. Donc je réfléchis à un format très court, j'ai quelques idées qui vont être assez chouettes, on en a donné quelques-unes aussi, donc on va voir ce qui aboutit ou non, mais oui, il y a plein de choses qui sont prévues, et je reste un peu mystérieux, c'est tout à fait volontaire. Pour la réserve, un thème ou un film que je redoute, et un thème que j'ai hâte de faire. 2 thèmes que j'ai hâte de faire vraiment, ça va être Kingdom of Heaven et Vercingétorix. Pourquoi les deux? Parce que j'estime que ce sont 2 films qui sont à des 2 opposés de spectre complètement sur la réserve par rapport à ce que je raconte. Il y en a un que je trouve excellent, l'autre que je trouve très mauvais. Il y en a un qui historiquement est acceptable, l'autre qui est extrêmement mauvais. Et en plus ça, ce sont 2 périodes que je maîtrise extrêmement bien. Ce sont des sujets de recherche sur lesquels je travaille depuis au moins 10 ans maintenant, ça commence à faire, et du coup, je vais me balader. Je vais pas avoir besoin forcément d'aller chercher des choses, je vais pas avoir besoin de lire beaucoup, parce que pour le coup, je vais me balader. Donc du coup, j'ai hâte de les faire. C'est des sujets que j'aime énormément, des sujets dont j'aime parler parce qu'ils sont pleins de clichés, alors qu'ils sont excessivement intéressants. Donc j'ai hâte de faire ces 2 films. Vraiment, c'est quelque chose que j'attends avec impatience. Le film que je redoute le plus, c'est Vercingétorix. J'ai pas envie de le revoir. Ça va me faire du mal. Déjà, le sous-titre de Vercingétorix, c'est le druide chef. Rien que ça, déjà, on est complètement à côté de la plaque par rapport à l'historicité. J'ai vu quelques images récemment parce que une youtubeuse a fait une critique du film, et ça m'a fait du mal. J'ai eu mal à mon histoire, j'ai eu mal à ma France, j'ai eu mal à ma Gaule, et du coup, j'appréhende un petit peu. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la réserve, je suis toujours un peu stressé quand je fais la réserve, et du coup, fatalement, j'appréhende un peu chaque film en fait. Le prochain, c'est Gladiator, c'est un secret pour personne, je l'ai annoncé, et je sais que dans mes contacts, il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien le sujet. C'est un sujet qui est très connu, et puis j'ai pas envie de dire de bêtises, ouais, tout simplement. Sur la réserve, c'est toujours un peu l'enjeu, c'est de pas dire de bêtises, parce que mon but à moi, c'est de casser un peu les bêtises qu'on nous dit à longueur de temps. Si moi-même je me mets à en dire, et à en dire des graves,
bah en fait je suis à côté de la plaque par rapport à mon format. Donc je me mets toujours un petit peu la pression. Chaque fois que je sors un épisode de La Réserve, je le déteste. Vraiment, je le déteste. Je suis pas très bien pendant les 24 heures qui suivent. Et puis généralement, comme vous faites des gentils commentaires et des bons retours dessus, ben, je commence à respirer, je dors mieux et puis et on repart pour un mois quoi. Donc non, j'appréhende un peu tous les films de La Réserve parce que le format est très préparé en fait. Un vlog, je peux vous parler, je m'en fiche. Enfin voilà, c'est ce que je pense, c'est ce que je dis, donc c'est facile. Euh, sur les formats de La Réserve, du coup, j'essaie d'être plus maîtrisé, c'est plus précis, ça va plus loin aussi, le montage est plus complexe, donc forcément, je me mets un peu plus la pression. Donc j'appréhende un peu tous ces films-là. J'appréhende Robin des Bois aussi, le Robin des Bois de Ridley Scott, parce que je sais qu'il est très mauvais, je sais que ce sera mon pire film de tous ceux que j'ai choisis. Et, c'est dur parce que Ridley Scott nous a offert des très beaux films comme des choses infâmes depuis la mort de son frère, et Robin des Bois fait partie des infâmes, c'est le film du démon, je vous l'ai déjà dit. Donc je l'appréhende un petit peu, il viendra pas tout de suite, mais dans quelques mois on va la voir, et ce sera un moment compliqué. Mais ça va être l'occasion de phases de jeu assez intéressantes, donc pourquoi pas. Il y a plein d'insectes, c'est plutôt sympa cet endroit. À quand un inventaire de La Réserve et des costumes? J'en ferai jamais, je pense que j'en ferai jamais en vidéo, en tout cas, j'en ferai jamais, parce que j'ai une collection qui est notable, enfin, à mon sens, qui est notable, que ça fait des années maintenant que je travaille, et j'ai pas forcément envie de tout montrer parce qu'il y a des choses qui sont mon petit jardin secret, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, je suis même pas sûr moi-même de savoir tout ce que j'ai à l'heure actuelle, parce que voilà, il y a des pièces qui sont intéressantes et d'autres qui le sont beaucoup moins. Quand c'est intéressant, de toute façon, je vous le montre. Quand j'ai des nouvelles pièces qui arrivent, je le montre aussi parce que ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Sur Twitter, je fais souvent des quiz de, à votre avis, qu'est-ce que c'est que cet objet que je viens de récupérer. Et puis voilà, mais bon, je suis pas je suis pas un inventorialiste fou. Ça va me prendre un jour, hein. Je vais le faire un jour, je sais que je vais le faire. Mais à l'heure actuelle, je n'en ressens pas le besoin et voilà. À quand je sais pas. Un jour, peut-être. Alors, à présent, je crois que j'ai terminé les questions qui concernent directement la chaîne. Euh, Ouais, non, il m'en manque une en fait qui a changé de truc. Il m'en manque une. C'est la question de la monétisation. Ça fait déjà depuis un moment que les gens me disent quand est-ce que tu monétises la chaîne parce que ce serait chouette et c'est important et tout ça. C'est vrai, mais je voulais pas le faire avant les 1000 abonnés. Pour moi, c'était vraiment une espèce de cap, pas avant les 1000 abonnés. Donc là, je les ai passés. Évidemment, je réfléchis à la question parce que j'aimerais bien tout simplement faire évoluer le matériel, notamment pour histoire appliquée. J'aimerais bien investir dans du gel balistique, dans des chronographes pour pouvoir tester des choses, voilà, des arcs, des armes à poudre noire, les arbalètes, on en parlait, les frondes, enfin voilà, plein de choses comme ça. Et pour ça, il faut un petit peu de matériel. Donc du coup, puis le matériel de tournage, hein, pour ne pas aller plus loin. Donc effectivement, je vais monétiser la chaîne. Ayant travaillé dans le monde de la publicité sur Internet et des médias, je sais qu'à l'heure actuelle, c'est pas hyper rentable, et en plus de ça, je n'aime pas imposer des publicités. Voilà, ça m'ennuie. C'est pas, à la fois, c'est pas rentable, et c'est pas rentable pour moi, c'est très clair. C'est pas rentable pour moi, et en plus de ça, ça vous impose une publicité qui est un petit peu, enfin, voilà, c'est jamais très sympa. Donc, je prends une libellule. C'est très chouette. Bref. Donc du coup, je pense faire trois systèmes de financement. Le premier qui sera un Tipeee, somme toute assez classique. Donc le Tipeee, vous pouvez vous abonner avec un système où vous avez voilà, vous donnez un montant que vous choisissez par mois pour m'aider, me participer à cette aventure de la chaîne en m'aidant dans le financement dans la production finalement de tout ça. Donc vous devenez producteur de l'émission, des émissions. Et voilà, ça c'est un premier truc. Pour ceux qui effectivement n'ont pas les moyens de donner chaque mois, ce que je comprends très bien et que voilà, ça m'est arrivé souvent dans ma vie, je vais faire un Utip également. Donc le Utip, c'est vous qui choisissez volontairement de regarder une publicité et les revenus me reviennent, les revenus du visionnage. Alors c'est pas grand chose, mais en fait cumulé c'est intéressant. Et donc du coup vous vous êtes forcé à rien et ça vous permet de m'aider aussi, même quand vous avez des moyens plus faibles ou vous voulez pas forcément donner d'abonnement, ce que je comprends. Et enfin, le troisième mode de financement qui sera pour le coup très spécifique à la chaîne, mais qui à mon avis est très cohérent, c'est que je vais monter un Etsy. C'est une question qu'on m'a posée si je vendais mes créations, les créations que je fais dans l'atelier, les reconstitutions que je fais, ça m'arrive un peu à la marge. Et donc là, ça m'a donné une idée en fait. Je me suis dit qu'en termes de financement, ça peut être sympa de monter un Etsy et d'avoir régulièrement des reproductions d'objets historiques à vendre, de choses que je fabrique moi-même. Et du coup, c'est un autre moyen de financer également la chaîne avec voilà, avec ce système d'Etsy et de vente de reproduction d'objets historiques. Voilà
pour les questions purement la chaîne. Maintenant, on va passer aux questions qui me concernent moi. Et voilà, puisque vous avez posé des questions là-dessus. Du coup, je vais me servir de l'arbre derrière moi pour faire une habile transition. Hop là. Et voilà, c'est une habile transition, du coup. J'adore ce jeu de mots, vraiment, c'est assez fantastique. Du coup, voilà, on se retrouve pour la dernière partie de cette FAQ, où vous m'avez posé des questions qui me concernent plus directement, donc qui concernent indirectement la chaîne, mais qui me concernent moi plus directement. Et donc, on va y répondre, tout simplement. Voilà, c'est parti. Toujours la petite liste, cette fois-ci, je me suis calé à l'ombre, parce que il commence vraiment à faire chaud. On a largement dépassé les 10 heures. Changer de page, c'est mieux de changer de page. Question. Alors, la première question qu'on m'a posée, c'est d'où est-ce que tu viens? Quelle est ta formation? Quel parcours tu as eu pour en arriver là? Question compliquée. Alors moi, je suis ingénieur culturel à la base. L'ingénieur culturel, c'est celui qui aide la culture à se réaliser en utilisant absolument tous les moyens qu'il a à sa disposition. J'ai l'impression que les oiseaux hurlent à côté de moi pour parler plus fort. J'espère qu'au micro, ça passera. Bref. L'ingénieur culturel, c'est donc celui qui utilise tous les moyens qu'il a à sa disposition pour aider la culture à se réaliser. Donc c'est à la fois un médiateur, à la fois un technicien, à la fois un gestionnaire de projet. Voilà, c'est un mélange de plein de choses. C'est quelque chose qui fonctionne bien aujourd'hui parce qu'on se rend compte qu'on en a besoin. Et moi, ça fait des années en fait, depuis que je suis sorti du lycée, que j'ai conscience que ça peut être intéressant de faire ça. Et en fait, j'ai construit un parcours en multipliant les expériences de manière à pouvoir avoir vraiment une vision globale sur ce métier-là. Donc j'ai travaillé avec les enfants, j'ai travaillé en musée, j'ai travaillé en mairie, j'ai travaillé sur des tournages, j'ai travaillé sur des festivals, j'ai travaillé sur énormément de choses. J'ai fait de la direction artistique, j'ai fait du conseil, j'ai fait de la recherche de financement, j'ai travaillé dans le web, j'ai travaillé dans l'éditorial, j'ai travaillé dans la publicité et les médias, j'en parlais tout à l'heure. J'ai travaillé voilà, j'ai fait des reproductions d'objets pour les musées, j'ai été décorateur pour le cinéma, le théâtre et la télé, j'ai été costumier, j'ai été accessoiriste, voilà, j'ai brassé beaucoup de choses de manière aujourd'hui à être capable de m'adapter à n'importe quoi et à arriver quelque part en ayant une idée vraiment globale de ce qui s'y faisait, de pourquoi ça se faisait comme ça et de comment améliorer les choses s'il y a besoin de les améliorer. Donc ça, c'est mon profil à moi personnellement. Et voilà, en fait, c'est comme ça que j'ai construit mon profil. Et du coup, j'ai une spécialisation histoire matérielle et histoire vivante, puisque ça, je fais ça depuis que j'ai 15 ans, enfin plus jeune que ça, j'avais 13 ou 14 ans les premières fois que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Moi, j'étais fan d'histoire depuis que je suis tout enfant. Et donc, du coup, tout naturellement, c'est ça que je mets en avant. Je travaille beaucoup avec des gens qui font de l'histoire, forcément. Et la chaîne était logique, en fait. L'arrivée de la chaîne était logique. Et en fait, je ne fais que mettre en vidéo mes connaissances, mes compétences dans ce domaine, ce que je vois depuis des années et mes propres idées. Voilà, tout simplement. Je crois que c'est plutôt bien résumé comme ça. Hein, je vais recadrer un peu parce que le cadrage est pourri. Je vous ai dit, j'ai pas d'équipe, du coup. J'ai un cadrage qui est ce qu'il est. Deuxième question, est-ce que je fais moi-même mes costumes? Oui. Je fais quasiment tout moi-même en fait, parce que ça faisait aussi partie de mon apprentissage que d'apprendre tout. Donc j'ai commencé par la couture, c'est le premier truc que j'ai appris. Ensuite j'ai appris le bois, donc j'ai appris le bois avec un ami qui est à Tours. Et voilà, j'ai appris plein de choses différentes comme ça. Aujourd'hui, les seules choses que je travaille vraiment pas du tout, c'est tout ce qui est de la dinanderie, le battage d'armure. Donc je fais pas de casque et pas d'armure en métal en gros. Mais tout ce qui est effectivement cuir, tissu, dérivés de tissu, un peu de métallurgie, puisqu'en ce moment c'est mon travail pour ces prochaines années. Vous avez vu que je faisais un peu de coutellerie et voilà, c'est ce que je travaille en ce moment. Je vais monter une fonderie aussi dans l'atelier pour pouvoir fondre des métaux parce que je trouve ça cool, notamment du bronze. Et là on va faire de la bijouterie, on va faire des trucs un peu sympas et des armes en bronze aussi à terme. Et voilà, donc je fais tous mes costumes moi-même effectivement. Et après il y a des exceptions, hein, c'est toujours pareil, si j'en récupère, si on m'en donne, voilà, mais généralement je fais tout moi-même. Et généralement sur la chaîne, quand je n'ai pas fait moi et qu'il y a un truc important, impressionnant, je dis qu'il a fait. C'est typiquement le cas avec le linothorax qu'on voit dans la vidéo sur Alexandre, qui a été fait par Julien Ormin de Qualis Arma, à qui je travaille régulièrement et qui est quelqu'un de vraiment très chouette. Je vous recommande son travail à lui. Comment est votre blanquette? Elle est bonne. Est-ce qu'il m'arrive de vendre mes créations? Donc ça, j'y ai répondu tout à l'heure. Oui, c'est un peu à la marge, mais je vais le faire un peu plus pour pouvoir en partie financer la chaîne. C'est un mode de financement que je vais vous proposer. Voilà.
Est-ce que l'atelier se trouve sur la péniche? Oui, puisque j'habite sur une péniche, les décors se trouvent sur la péniche, sachant que ce ne sont pas des vrais décors. La réserve, c'est vraiment ma réserve. Et le Histoire appliquée, c'est vraiment mon bureau, en fait. Voilà, c'est mon bureau, je rajoute rien, c'est vraiment mon bureau. Je rajoute de la lumière, évidemment, mais ce que vous voyez dans Histoire appliquée et dans les vlogs, c'est vraiment une partie de mon bureau. Donc voilà. Effectivement, comme je suis un ancien décorateur, j'aime bien avoir des pièces qui aient une ambiance, qui aient un esprit. Et comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup les choses un peu rétro, mon bureau est à l'image de ça, tout simplement. Donc l'atelier se trouve également sur la péniche, puisque j'habite sur une péniche. Voilà, je l'ai déjà dit, mais j'adore ça. On m'a dit, parle-nous de Talia, on veut en entendre plus. Donc je rappelle que Talia, c'est mon chat. C'est une chatte, pour être exact, elle a 1 an et demi. C'est une chatte que j'ai adoptée parce que c'est normal, j'adopte tous mes animaux. Et j'ai toujours vécu avec des chats, et donc du coup, je n'avais plus de chat. Et j'ai adopté Talia en novembre, à une association qui est près de chez moi. Et donc c'est une petite chatte noire d'1 an et demi qui est absolument adorable, qui est hyper sociable. Comme vous l'avez entendu, elle parle beaucoup, comme les grenouilles qu'on entend derrière moi également. Et puis, on a dit que c'est pas à vous qu'on posait les questions là. C'est incroyable cette histoire. Et les oiseaux se sont calmés et du coup c'est voilà. Tout à l'heure j'ai empêché un héron de pêcher aussi. Enfin c'est un coin qui est très sympa. Il y a plein d'animaux. Moi, j'aime beaucoup. Bref, Talia est adorable, donc j'ai une chatte, elle s'appelle Talia. Talia, c'est la muse de la comédie dans l'Antiquité. Et quand je l'ai eue, donc c'était en novembre, je venais de lancer la chaîne et je me suis dit que le nom était plutôt approprié d'avoir une muse comme ça et elle tient très bien son rôle, voilà. Elle est vraiment adorable. Elle est belle. Et j'aime mon chat, vraiment. Bon, ça c'est vu, je crois. Ça c'est vu, je crois. As-tu un travail en plus de la chaîne? À l'heure actuelle, non. Parce que je me suis retrouvé au chômage technique, donc ce que je disais de mon dernier boulot, et c'était l'occasion pour moi de monter la chaîne, et j'ai voulu prendre le temps de la monter, me laisser la chance de le faire correctement, de le faire sérieusement, pour voir ce que ça pouvait donner en fait, pour voir si c'était intéressant. Donc bon bah écoutez, ça prend son envol, on est plus de 1000 maintenant sur la chaîne, c'est plutôt chouette, merci encore. Et et voilà, donc du coup, pour l'instant, je n'ai pas de travail à côté de la chaîne, ce qui me permet effectivement de sortir beaucoup de vidéos parce que j'ai le temps de le faire, tout simplement. Ça durera probablement pas parce que comment dire, la rentabilité de la chaîne n'est pas le premier objectif. Évidemment, ça fait partie des objectifs à terme, mais en l'occurrence, c'est pas le premier objectif. À l'heure actuelle, c'est vraiment un objectif de répandre la bonne parole de l'histoire vivante. Donc du coup, je compte pas en vivre dans les jours qui suivent là. Donc il y a un moment où je vais devoir retravailler sans doute effectivement. Mais à l'heure actuelle, je ne travaille pas. Enfin, je ne travaille pas. Pas en plus de la chaîne, parce qu'effectivement, la chaîne me prend beaucoup de temps. C'est jour et nuit quand je travaille sur la réserve typiquement. Et voilà, là je suis en week-end par exemple, et je me suis dit que j'allais tourner un petit truc parce qu'effectivement, je n'ai que ça à faire de mon week-end. Le concept de week-end et de vacances, c'est quelque chose qui me dépasse un peu. Est-ce que j'ai des périodes historiques que je préfère étudier et reconstituer? C'est une question qui est oui et non, oui et non. Oui et non dans le sens où en fait, l'histoire je l'étudie, en autodidacte, comme tout le reste d'ailleurs, comme beaucoup d'autres choses depuis que j'ai 13 ou 14 ans. J'étais complètement passionné, je lisais énormément à l'époque, je lis toujours énormément mais encore plus à l'époque. Et du coup, mes périodes de prédilection sont celles que j'ai découvertes à cette période-là en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé moi par le médiéval, par le 12e, 13e siècle. Je me suis ensuite spécialisé dans, l'Orient des croisades, enfin les croisades de manière générale, mais le Moyen-Orient, les combattants moyen-orientaux, parce que c'est un sujet qui m'intéressait et qui était complètement méconnu. Par les Sarrasins, dans les visiteurs, on n'en a jamais entendu parler. Enfin, c'est quelque chose de très compliqué, alors que c'est une civilisation extrêmement riche, extrêmement intéressante, notamment à cette période-là. Voilà, je m'intéresse aussi énormément à l'arbalète à cette période-là, l'arbalétrier aussi, parce que c'est un sujet qui est extrêmement méconnu aussi, alors qu'il est excessivement important pour l'histoire militaire, puisqu'on a là le premier, enfin, ce que considéré par certains historiens comme le premier soldat d'élite, de métier, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc c'est quand même pas rien, c'est hyper important. Il y a plein de choses qu'on découvre quasiment tous les mois sur la question. Et voilà, c'est un sujet qui me passionne complètement, que je travaille depuis maintenant presque 10 ans. Et voilà. Depuis presque 10 ans aussi, je bosse beaucoup sur le gaulois de la fin de période d'indépendance, donc de l'Athènes finale, c'est-à-dire la guerre des Gaules, en gros, c'est le 1er siècle avant Jésus-Christ. Je suis tombé dedans complètement par hasard, par la fourberie d'un ami, et qui m'y a entraîné.
et qui m'a entraîné avec brio, et je le remercierai jamais assez pour ça, parce que c'est un sujet qui est également plein de clichés et complètement passionnant. Et donc aujourd'hui je travaille beaucoup sur l'armement du guerrier, sur l'état d'esprit, son système de fonctionnement, notamment sur le champ de bataille, les formations, les choses comme ça, les costumes, voilà, énormément de choses là-dessus. Donc c'est un de mes sujets de prédilection également. Et je me suis remis récemment à un amour d'enfance qui est le macédonien, donc la période de Philippe et Alexandre le Grand, puisque pour moi c'est pareil, c'est une période complètement clé dans l'histoire de l'humanité, où se sont passées des choses complètement incroyables. C'est le récit d'Alexandre le Grand, c'est complètement dingue comme histoire. Et ça me passionne vraiment. Donc voilà, c'est ce que je travaille le plus ces derniers temps. Mais il n'y a pas tout est passionnant en fait, toutes les périodes sont passionnantes. Je me suis intéressé énormément à la guerre de Sécession fut un temps aussi, parce que c'est juste, il s'est passé des choses dingues, et ça a été, voilà, on est passé d'une armée de gars qui savaient pas trop quoi faire et qui partaient dans la campagne en espérant tout tomber sur des mecs, à l'armée la plus puissante du monde en 4 ans. Donc enfin, il s'est passé des choses pendant la guerre de Sécession que je trouve absolument passionnantes, et que j'ai envie d'étudier plus aussi. On m'a demandé récemment si j'allais faire du roman tardif. C'est tellement classe. Un jour, je vais faire du roman tardif, forcément. C'est beaucoup trop beau. Je ne peux pas m'en passer. Voilà, les costumes sont magnifiques. Euh, j'ai un copain qui récemment a réussi à me convaincre de faire une tenue en gaulois 4e avant aussi. Donc, c'est les Gaulois de Brennus, ceux compris Rome. Parce qu'il y a des choses qui sont très belles à voir aussi. Toutes les périodes ont leur truc. Alors, j'ai vraiment un truc sur lequel je suis peut-être moins fan, ça m'intéresse pas vraiment, c'est le grand siècle de cour. Ça me parle pas. Voilà, je trouve ça c'est intéressant, mais c'est pas une période qui me parle plus que ça, d'autant plus que à cette époque-là, justement, notamment dans le Nouveau Monde, il se passait des trucs absolument dingues, et je trouve qu'il y a plus intéressant que de faire du grand siècle de cour. Voilà, ça me parle pas, mais ça veut pas dire pour autant que c'est pas intéressant. Voilà, toutes les périodes sont fascinantes. Moi, les évolutions techniques de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, ça me passionne complètement. J'ai travaillé pour un projet sur la bataille de la Somme il y a longtemps, avec notamment l'arrivée des premiers chars, les premiers vrais chars d'assaut, les Mark I britanniques, enfin, passionnant, tout est passionnant, l'histoire est passionnante. C'est aussi ce que j'essaie de faire passer sur la chaîne, en fait, c'est que n'importe quoi en histoire, on peut prendre n'importe quoi quasiment et le rendre passionnant par l'expérimentation, parce que c'est de l'humanité à l'état brut, c'est une somme de petites histoires ou de grandes histoires. Enfin, c'est, hum, à l'heure actuelle, c'est tout ce qu'on aime en fait, l'histoire. On le voit d'ailleurs, c'est de plus en plus récupéré par des séries, des films, des trucs, des jeux vidéo. Enfin voilà, l'histoire à la cote en ce moment, parce qu'on s'est rendu compte à quel point ça nous parlait tous. Et donc, et quel que soit l'endroit, hein, parce que là, je parle de choses purement de la sphère occidentale ou américaine, mais je rêve un jour de reconstituer une armure de samouraï, parce que techniquement, visuellement, symboliquement, à tous les niveaux, c'est quelque chose de fantastique. Je me suis pas lancé dedans. Je sais qu'à l'heure actuelle, j'en ai les compétences, ce qui n'est pas le cas pour tout, mais à l'heure actuelle, je pourrais en faire une en fait, et ça va me prendre un matin. Mais actuellement, je crois que les armures de la guerre de Troie, là, l'armure de Dendra dont je vous parlais dans Troie, j'ai très envie de la faire. J'ai très très envie de la faire. Je me retiens, mais ça va peut-être pas me retenir longtemps. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des questions que vous m'aviez posées, en tout cas de celles que j'ai choisies. J'en ai choisi une vingtaine, évidemment, je pouvais pas toutes les prendre. J'ai mis de côté celles qui me demandaient comment faire un bœuf bourguignon, parce que je ne sais pas, même si j'adore le bœuf bourguignon, probablement mon plat préféré. Voilà, anecdote sur moi. Voilà, merci énormément pour ce que vous m'apportez, parce que 1000 abonnés, c'est cool, c'est vraiment cool. Ça montre que la chaîne vous intéresse, en fait, et c'est ça qui, moi, voilà, c'est l'objectif, en fait, c'est que ce que je fasse vous intéresse. Et donc merci pour ça, merci pour le soutien, merci pour vos gentils commentaires, merci de partager mon travail, merci de me soutenir. Et bah écoutez, on va continuer à progresser. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, la chaîne a environ 1150 abonnés. Bah écoutez, on va essayer de voir jusqu'où on peut aller. Et puis dans les temps à venir, il va y avoir des émissions un peu différentes et un peu plus de choses spectaculaires, notamment dans l'histoire appliquée. J'ai hâte de le faire, et qu'on puisse voir ça tous ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite une très bonne canicule. Moi, je vais retourner me mettre au frais, manger des glaces parce que j'adore ça, et boire de l'eau fraîche. Et voilà, merci d'avoir suivi cette FAQ. J'espère qu'elle n'est pas trop longue, et j'espère que j'ai répondu à vos questions. Sur ce, à la prochaine, et à la prochaine. Voilà, je sais toujours pas conclure mes vlogs. Un jour, j'y arriverai, promis. Salut!